Bonsoir à tous, c'est Tambour Battant consacré ce soir à littérature et transgression. Alors nos 4 invités autour de la table, Cécile Guilbert, vous êtes l'auteur de Écrits stupéfiants, drogue et littérature d'Homère à Will Self. On peut dire que c'est un livre, on y reviendra, qui contient un grand nombre d'extraits de littérature, d'extraits littéraires, de textes littéraires concernant la drogue. Ensuite, avec nous, donc, Guillaume Faux. Guillaume Faux, vous êtes la réincarnation donc, de Julien Green. C'est-à-dire que nous avons pour la première fois, grâce à vous, la totalité du journal de Julien Green, avec tout ce qui avait été censuré par le même Julien Green. Et puis, Emma Becker, bonsoir. Alors, Emma Becker, vous êtes l'auteur de La Maison, chez Flammarion. C'est un roman qui ne vous lâche pas. C'est un roman absolument passionnant, parce que c'est une expérience que vous avez littérairement traduite. Et puis enfin, Isabelle Dezesquel. Isabelle Dezesquel est l'auteur de Impur. Alors ça s'écrit 1-U-N-P-U-R, et c'est accroché, vous nous expliquerez pourquoi. Et c'est un roman vraiment de la transgression, puisque c'est le roman, au fond, d'un fou pédophile, qui raconte l'histoire d'un fou pédophile, ou plutôt du point de vue de 2 jumeaux, qui sont victimes, chacun à sa manière, de ce fou pédophile. Alors on va commencer avec vous, Cécile Guilbert, ces écrits stupéfiants. Alors d'abord je voudrais rappeler que vous êtes prix Médicis Essai pour Warhol Spirit, que vous avez écrit sur Saint-Simon ou l'encre de la subversion, que vous avez écrit pour Guy Debord, que vous avez écrit L'écrivain le plus libre. En fait, vous avez une grande expérience littéraire et vos romans, et je pense évidemment d'abord le récit que vous aviez fait qui était Réanimation, et puis les romans comme Les Républicains ou Le Musée National vous donnent une grande expérience littéraire, évidemment. Alors, on peut dire que, et c'est comme ça quand on commence le livre, ça commence avec votre histoire personnelle, c'est-à-dire comment vous avez été intéressé par cette question du rapport entre la drogue et la littérature, parce que vous nous racontez, et c'est fait de façon extrêmement claire, nette, franche, sincère, voilà les drogues que j'ai consommées au cours de mon existence. Est-ce que vous pouvez nous résumer ça ? Et moi, je suis très, très étonné. Alors, sans doute, c'est dû à ce que nous ne sommes pas du même milieu social, je ne sais pas. Mais je suis très étonné du nombre de drogues que vous avez pu, des expériences que vous avez eues en matière de drogue. Alors, c'est curieux que vous trouviez ça étonnant, parce qu'en fait, moi, je trouve que c'est plutôt banal, compte tenu, si vous voulez, de l'époque à laquelle j'ai été adolescente, c'est-à-dire les années 70, où finalement, la consommation de drogue... Alors, il ne faut jamais dire la drogue, hein. Il faut dire les drogues, parce qu'elles sont tellement différentes, elles ont des effets tellement différents, elles sont tellement peu dangereuses certaines, très dangereuses d'autres, que bon, il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Mais enfin bon, voilà, consommer du hashish étant adolescent, bon, c'est quand même assez banal, et surtout aujourd'hui. C'est vrai que j'étais assez précoce. J'ai commencé à renifler des terres qui étaient dans la pharmacie familiale parce que j'avais lu des textes, en fait. Et en fait, mon intérêt pour la drogue, dès mon adolescence, en fait, était assez concomitant à mon intérêt pour la littérature. C'est pour ça que ces écrits stupéfiants viennent d'assez loin. Quand j'ai découvert que mes dieux littéraires, qui étaient Baudelaire, qui étaient Edgar Poe, qui étaient toute une série d'auteurs de la Beat Génération, avaient écrit sur la drogue, en avaient consommé, avaient écrit des pages absolument stupéfiantes. Je pense surtout à Baudelaire, qui est un immense styliste et qui écrit pas du tout des pages d'apologie des paradis artificiels, contrairement à ce qu'on croit quand on est adolescent, mais plutôt des pages de moraliste pour dire à quel point ça coûte et ça se paye cher finalement, hein, même le hashish qui a l'air relativement bénin. J'ai été saisie et... c'est vrai que je ne dis pas que c'est la drogue qui a fait que c'est la littérature, pardon, qui a fait que j'ai consommé de la drogue, mais c'est bon, aussi un environnement, si vous voulez, qui était celui-là, de cette époque, et ça s'est développé concomitamment. C'est vrai que j'ai été précoce dans la mesure où il y a eu cette histoire d'éther et où j'ai expérimenté le LSD à 14 ans. Une fois ponctuellement, j'en ai repris. Parce que vous étiez avec votre cousin et que voilà, fond, c'est lui qui vous a entraîné un petit peu sur le LSD. C'est pas mon cousin, c'est des amis plus âgés que mes cousins, chez qui j'ai passé des vacances au Baléares, comme je le raconte, vers l'âge de 14-15 ans. Et donc là, nous avions pris différentes substances. Et puis,
Par la suite, bon, voilà, j'ai grandi, je suis devenue adolescente, étudiante. C'est une époque où circulait beaucoup de cocaïne, où on prenait des amphétamines aussi pour travailler. Enfin bon, vous voyez, déjà, on a tout un panel de substances qu'on peut prendre de façon récréative ou simplement pour s'augmenter en efficacité ou en puissance. On pourra revenir sur ces questions. Puis j'ai aussi consommé de l'héroïne, pas sous forme de piqûre, parce que la piqûre c'est toujours ce qui fait peur, etc., mais sous forme de sniff, comme on dit. Alors vous expliquez que les conséquences de cette consommation de drogue, c'est distorsion visuelle. Vous dites qu'il y a des têtes à queue verbaux. Vous dites qu'il y a des modifications de la conscience du temps et de l'espace. Bien sûr. Et que tout ça, au fond, vous a stimulé comme une expérience nouvelle. Mais pourtant, vous avez un cousin qui s'est suicidé. Oui, Est-ce que c'est en rapport avec cette drogue? Non, je pense absolument. C'est la question, oui. Voilà, je pense pas que je pense qu'il y a beaucoup de confusion sur cette question. Je vous remercie de me donner l'occasion de préciser parce que en fait, ce livre, je l'ai dédié à la mémoire de mon cousin et de mon frère qui est mort aussi. dont je dis qu'ils auraient été curieux de ce livre, parce que c'est vrai qu'ils avaient eux aussi consommé des substances psychotropes, mais le suicide de mon cousin n'a rien à voir avec la drogue, je pense. C'est pas parce que vous avez pris des substances dans votre vie que vous allez vous suicider, sinon il y aurait énormément, ce serait une hécatombe de masse aujourd'hui. Non, je pense pas du tout, je pense que c'est trop complexe de savoir pour quelle raison quelqu'un se suicide, mais si vous voulez, tout ça est un contexte d'une adolescence des années 70 avec des prises de risques qui sont propres à l'adolescence et cette volonté d'explorer des territoires inconnus. Les paramètres que vous évoquez, distorsion visuelle, etc., bon, c'est des paramètres classiques, si vous voulez, qu'on retrouve dans à des degrés divers. Mais ce qu'on pourra voir, c'est que finalement, on décrit des effets types des substances, alors qu'en fait, il y a autant de réactions et il y a autant d'expériences qu'il y a d'individus, et surtout quand il s'agit d'écrivains. Donc vous le dites dès le début d'ailleurs dans votre préface, et ça c'est important de le préciser, les stupéfiants ne donneront jamais aucun génie à qui n'en a pas déjà. Absolument. Voilà, parce que ça c'est la question qui revient souvent, et que se posaient les écrivains d'ailleurs. Et vous dites à un moment très clairement dans la préface « Ô cruelle illusion ». Oui, mais ce qu'il faut quand même aussi dire, c'est que quand on a tendance à parler des drogues aujourd'hui, on en parle toujours, si vous voulez, de manière hédoniste. On prend de la drogue de façon hédoniste, festive, récréative, etc. Bon, on croit qu'on en prend pour s'amuser ou pour simplement avoir un autre type de conscience. Or, ce que montre cette anthologie de façon éclatante sur un certain nombre de substances, je pense notamment à l'opium et à la morphine, hein, qui appartiennent à la même famille, c'est que beaucoup d'écrivains sont rentrés dans la drogue par la porte de la douleur physique, tout simplement. Et que la drogue était une façon de calmer un certain nombre de pathologies. Et que même avant que nous ayons des usages, si vous voulez, récréatifs du cannabis, pour l'Antiquité, pour les anciens, puisque cette expérience des drogues, finalement, elle est à la fois un invariant anthropologique qui remonte à l'origine de l'humanité, mais l'exploration littéraire des drogues est quelque chose d'assez récent, fin 18e. Évidemment, les hommes prenaient des drogues qu'ils n'appelaient pas des drogues, car prendre de l'opium sous l'Antiquité, au Moyen-Âge, etc., c'est simplement une panacée, c'est une panacée médicale, et même le hashish, dans l'Antiquité, était consommé pour soigner un certain nombre de maux physiques. Et vous le dites, quand en gros, Paracels, donc le fameux Paracels, oui. Donc invente le laudanum, parce que c'est lui qui invente en gros le principe du laudanum, c'est-à-dire c'est un mélange d'opium et d'alcool, oui. Eh bien c'est dans un but thérapeutique au départ. Tout à fait, et d'ailleurs les premiers écrivains qui donneront à lire leur expérience d'une addiction, d'une dépendance à la drogue, seront ces fameux, ce qu'on appelle opiophages anglais, qui en fait ne mangeaient pas de l'opium mais en buvaient sous forme de laudanum, sachant que le laudanum, si vous voulez, était plus accessible et moins coûteux que l'alcool, et complètement en vente libre. Il y a aussi... Il faut replacer aussi tout ça dans un contexte où la drogue n'était pas réprimée universellement, quelle que soit la substance, comme aujourd'hui. Il y a eu des drogues qui étaient considérées comme relativement bénignes. On a même pensé qu'il y avait une innocuité de la cocaïne. Freud pensait qu'il y avait une innocuité de la cocaïne, et donc il en a pris beaucoup. Une bonne dizaine d'années. Voilà, il y a eu des tas de tâtonnements médicaux. On croyait qu'on pouvait se sevrer de la morphine avec de l'héroïne, par exemple. C'est quand même absurde. Qu'on pouvait se sevrer de la morphine avec de la cocaïne, ce qui a fait Freud sur un de ses amis qui est mort. Donc il y a aussi toute l'histoire des tâtonnements médicaux, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu, si vous voulez, que chaque partie anthologique concernant chaque famille de drogue soit précédée d'une introduction. C'est la manière dont vous avez travaillé. François Angelier, avec qui j'ai travaillé à France Culture, a dit de vous que vous étiez une bourlingueuse aux semelles de soufre. Je trouve l'expression absolument légitime, parce que franchement, quand on n'a pas l'expérience de la chose,
on est étonné, on a l'impression qu'effectivement vos semelles de soufre vous conduisent, et c'est très courageux parce que au lieu de parler successivement de chaque écrivain sans distinguer entre les drogues, vous distinguez entre les drogues et vous nous expliquez que la première partie c'est euphorica, c'est-à-dire tout ce qui est calmant du système nerveux, l'opium, la morphine, l'héroïne. Ensuite on a fantastica, les hallucinogènes. Ensuite on a inebriantia, l'ivresse spéciale. Ensuite, on a des excitants comme cocaïne, crack, amphétamine, ecstasy. Et au fond, les écrivains sont classés dans chacune de ces catégories. C'est un travail absolument gigantesque que vous avez. Alors, certains appartiennent à plusieurs catégories, parce qu'il y a des cumulards aussi. Il y a des cumulards, oui. Alors, en fait, ça suppose une connaissance de la pratique de chacun de ces écrivains et de ce qu'ils ont dit et de leurs textes absolument encyclopédiques. Oui, alors si je suis une bourlingueuse, c'est surtout une bourlingueuse de bibliothèque, ça, c'est sûr, parce qu'il y a effectivement énormément d'écrivains, il y a 220 écrivains, beaucoup sont tombés complètement dans les oubliettes. Ça c'est bien justement d'exhumer un certain nombre d'auteurs voilà, c'est absolument oubliés. Fantastique le nombre d'écrivains qui disent plus rien à personne, y compris à des gens qui connaissent la littérature, donc ça m'a beaucoup amusé d'aller découvrir tous ces individus. Alors, ce type de classement, bon, je ne l'ai pas inventé, c'est un classement qui a été mis au point par Louis Lewin, qui était un pharmacologue allemand, qui d'ailleurs a découvert la mescaline, dans les années 20. Alors c'est un classement qui a été depuis... Il y a beaucoup d'anomalies dans le classement de Lewin. Ça a été repris depuis par d'autres spécialistes, parce que les drogues, en fait, on en invente, et les molécules chimiques ont différents effets qui peuvent combiner à la fois des calmants du système nerveux, des excitants, des hallucinogènes. Bon bref, je ne rentre pas dans ces détails, parce que de toute façon, les drogues modernes contemporaines de synthèse ne produisent pas de littérature, que les choses soient claires. En revanche, ce classement de Lewin est très pédagogique d'emblée. C'est, disons, un classement assez littéraire, en fait. Et ça permet effectivement d'aller ranger de manière chronologique les textes dans ces différentes familles de drogues. Ce qui permet une démonstration, car j'avais aussi le souci, si vous voulez, de ne pas donner un vrac de texte, fût-il classé par ordre chronologique, mais d'articuler à l'intérieur de chaque famille et de chaque type de stupéfiant des moments historiques et des moments littéraires. Donc je me suis vraiment arraché, si on peut dire, sur la table des matières, parce que pour moi, c'est la chose principale de ce livre, c'est la table des matières. Dès qu'on voit la table des matières, on comprend exactement ce qu'il en est. On voit tout de suite que l'opium, il y a une masse de texte gigantesque, que le cannabis, il y a une masse de texte gigantesque à travers les âges, et puis aussi, on voit des coupures historiques, et on voit que d'autres drogues prennent la relève en fonction des époques. Qu'on voit que dans l'entre-deux-guerres, il n'y a plus de hashish, on n'en trouve pas, et puis que ça reprend après la guerre, que l'héroïne, ça naît beaucoup dans les années 30 et après la guerre, que la cocaïne, ça naît dans les années 20, que la morphine, ça s'écroule finalement quand l'héroïne prend le relais. Bon bref, il y a toute une série de lectures possibles. Donc cette classification, elle est très intéressante, et elle permet de faire de la pédagogie vis-à-vis du lecteur qui ne connaîtrait pas ou qui aurait besoin d'être documenté sur tout ça. Mais en fait, on lit les textes littéraires différemment quand on a lu vos introductions. Je vais prendre un exemple, c'est avec Gottfried Benn, par exemple. Oui. Bon, Gottfried Benn m'intéresse beaucoup, vous imaginez. Il dit « Tu me donnes l'effritement de moi ». Et ensuite, vous citez « Le doux, le profondément désiré, déjà ma gorge est âpre, déjà le son étranger est au soubassement des formes non mentionnées de mon moi ». Et c'est un texte qui s'appelle « Cocaïne », tout simplement. Ah oui, alors je suis très heureuse que vous citiez ce texte, Antoine Spire, parce que justement... on s'aperçoit que les drogues comme la cocaïne, qui sont des psychostimulants, en général n'ont pas donné lieu à une investigation littéraire très poussée, puisque les drogues psychostimulantes sont les drogues qu'on prend pour écrire, et pas forcément sur la drogue. Donc si vous voulez, quand vous prenez des amphétamines comme Jacques Kerouac qui écrit Sur la route, ou Neil Cassady, ou que vous prenez de la cocaïne pour vous amuser, mais aussi peut-être pour travailler davantage, etc., être plus performant, comme on dit, vous n'écrivez pas forcément sur la cocaïne. Et donc, en fait, le terrain littéraire de la cocaïne est est plus restreint que les autres, alors que c'est une drogue majeure, c'est une des drogues capitales du XXe siècle. Mais Gottfried Benn est une exception, car lui consacre un poème. En plus, le genre du poème sur la cocaïne, c'est extrêmement rare. C'est rarissime, je crois qu'il n'y a que lui, d'ailleurs, dans cette anthologie, qui est le genre poétique est élu pour la cocaïne. Et avec évidemment un discours sur la cocaïne qui est très singulier, qui est sans doute unique. C'est très rare ça. Et donc, vous dites effectivement dans le livre qu'il y a des drogues entre guillemets littéraires et d'autres non, l'héroïne n'étant pas une drogue littéraire par exemple.
C'est pas que c'est pas une drogue littéraire, mais disons que c'est pas une drogue, si vous voulez, qui... Alors là, des titres, mais... Oui, alors elle fait l'objet de littérature, mais en fait, elle fait l'objet d'une littérature assez monotone en général, assez stéréotypée. Il y a des exceptions, Oui, je peux vous en citer, mais elle donne lieu souvent à des récits de douleur, de souffrance, d'addiction. Il y a une monotonie du thème de l'héroïne qui était un peu comme celui de la morphine, mais sauf que la morphine a été mise en scène dans des romans moralisateurs à la fin du 19e siècle. Mais en tout cas, les écrivains qui ont expérimenté, ont souffert de leur dépendance à l'héroïne, écrivent tous des récits plutôt de souffrance, d'addiction, où est mis en valeur le manque, la dépendance aux produits, le fameux singe de Burroughs. Mais il y a quelques exceptions. Il y a des très très beaux textes de gens, d'écrivains souverains, qui ont assumé leur héroïnomanie et qui en ont fait une drogue, après tout, aussi merveilleuse qu'une autre. Je pense à Yves Salgue, qui a écrit des livres, mais qui était plutôt considéré comme un journaliste, mais ce qui veut dire aussi que ces catégories n'ont pas grand sens, puisqu'il a écrit un récit personnel qui s'appelle L'héroïne, une vie, où il raconte sa vie sous la dépendance de l'héroïne, qui est somptueux du point de vue stylistique. C'est remarquablement écrit, c'est un livre admirable. En plus, c'est mêlé à une sensualité et à ses aventures amoureuses, érotiques. C'est un très très beau livre. Et puis aussi le livre de Bertrand Delcourt qui s'appelle Rêverie d'un toxicomane solitaire, et qui est alors lui qui se rattache complètement à Baudelaire et à stylistiquement c'est plutôt ça, un truc assez tendu, assez tenu, et qui est aussi un très beau livre qui assume l'héroïnomanie de façon très belle. Merci Cécile Guilbert. Alors je rappelle que votre livre s'appelle Écrits stupéfiants, drogues et littérature d'Homère à Willy Self, et qu'il est publié chez Bouquin. Guillaume Faux, nous allons passer maintenant à votre travail. Donc, vous êtes conservateur des bibliothèques, chef du service des manuscrits modernes et contemporains à la Bibliothèque nationale. Vous avez été commissaire de pas mal d'expositions, notamment sur Artaud, Gaston Leroux, Pierre-Jean Jouve. Et vous en avez dirigé les catalogues, bien sûr. Vous êtes responsable des fonds Antonin Artaud, Georges Bataille, Annie Ernaux, etc. Enfin, il y a un certain nombre, Pierre-Jean Jouve, Marcel Proust, au département des manuscrits. Et vous êtes rédacteur en chef du bulletin de bibliophilie. On va arrêter là parce que vous avez un grand nombre de casquettes. Et donc, vous avez été récemment co-dirigé donc, avec Alexandre de Vitry, il faut les nommer, et Tristan de Lafont, l'édition du journal intégral de Julien Green, un monument qui fait quand même des milliers de pages. Et pour celui qui, né avec le XXe siècle exactement, est mort en 1998, c'est-à-dire à presque 100 ans, donc une vie immense, colossale. Et on connaît évidemment Julien Green autour de cette table, mais est-ce que le grand public le connaît toujours aussi bien aujourd'hui? Est-ce qu'il ne serait pas opportun, en quelques mots, mais de dire qui il est? C'est un écrivain qui connaît peut-être un creux de la vague aujourd'hui, en tout cas depuis sa mort en 1998, comme beaucoup un certain nombre d'écrivains, il y a une période de creux. Lui, effectivement, a la particularité de naître avec le XXe siècle et de mourir quasiment avec le XXe siècle aussi. Et donc sa vie et son œuvre recoupent très exactement la chronologie du XXe siècle. Et il a une production, une œuvre immense de romancier, de novelliste, de dramaturge et d'auteur d'un journal qui a été publié de son vivant. En de nombreux tomes. En de nombreux tomes. C'est aussi un auteur qui a été élu à l'Académie française. Publié dans la Pléiade de son vivant. Oui, qui commence maintenant à être habituel, mais qui à l'époque ne l'était pas. C'est ça, au début des années 1970. Et c'est un auteur, caractéristique sans doute très importante, qui n'a pas écrit son œuvre dans sa langue maternelle, puisque son œuvre est en français. Green. C'est Julian Green, puisqu'il est né de parents américains, installés à Paris, mais né de parents américains. Il a été très connu, très populaire, on peut dire, très diffusé pour ses romans et pour son journal, dont on trouvait de son vivant des éditions de poche qui se vendaient très bien. C'est un immense auteur du XXe siècle. Alors Guillaume Faux, bien sûr, on a tous couru aux extraits qu'on ne connaissait pas, et comme c'est en italique, c'est tout simple. Alors c'est terrible. Je dirais, on va commencer par le plus terrible, et puis après on va venir à autre chose. Et le plus terrible, évidemment, c'est, je dirais, vraiment quelque chose qui est transgressif, c'est ses écrits homosexuels. Je voudrais en citer quelques-uns, mais Benga ce soir, espérons qu'il me sucera bien,
Sa bouche est des plus adroites, j'en conviens, mais c'est par son trou du cul que je voudrais me faire sucer la pine. Ce prodigieux derrière doit être agréable à percer. » Là, vous croyez sans doute que j'ai choisi ce qu'il y avait de pire. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Ça revient des dizaines de fois. Et c'est absolument... Alors, d'abord, je vais vous dire, moi, ça m'a lassé. Hein, très vite lassé. Le vrai problème, c'est ça, c'est que ce sont des parties lassantes. Ouais. Non, je veux dire que, alors, il fait les pissotières, notamment la pissotière du Trocadéro, il fait disons les fils dans un bar, il fait, etc., pour chercher des hommes, et il raconte cette expérience homosexuelle, mais alors absolument récurrente. C'est un type qui est absolument affamé de sexe, mais affamé, je veux dire, pour qui vraiment le sexe est énorme. Alors, ce qui est intéressant, et qu'on connaissait, c'était l'existence de son ami de cœur, qui joue un rôle assez important, de l'homme qu'il a aimé pendant ce temps-là. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'un comme l'autre, ce qu'on ne savait pas, l'un comme l'autre avait des expériences de tout genre homosexuelles, et au fond, les échangeaient, les racontaient. Alors, évidemment, c'est ce qui choque le plus, c'est ce qui a choqué le plus quand le livre est sorti, c'est ce dont on a parlé. De mon point de vue, ce n'est pas l'essentiel de cette nouvelle édition. Mais je peux me tromper. Je voudrais savoir si vous pensez que c'est l'essentiel, que cette révélation de l'homosexualité, avec une question annexe, est-ce qu'au fond, Julien Green aurait été heureux de voir sortir cette édition complète ? Alors, il y a beaucoup de questions dans cette dernière phrase. L'homosexualité de Julien Green était connue. Hein. Ça n'est pas une révélation du journal. Il a fait paraître de son vivant une magnifique autobiographie qui est, je pense, un chef-d'œuvre du genre, dans laquelle ces scènes de chasse sexuelle, notamment dans le quartier du Trocadéro, étaient abordées, étaient décrites. Ce qui est nouveau, c'est vrai, parce que resté inédit du vivant de Julien Green, et qu'on a estimé à peu près 50 à 60% du texte total, c'est la description très crue, sans phare, sans voile, de ces rencontres sexuelles. Je les ai prises de façon très calme, ces scènes, lorsque je les ai découvertes, et lors des 2 années de travail qu'il a fallu abattre avec Tristan de Lafont, qui est l'ayant droit de l'œuvre de Julien Green aujourd'hui, et Alexandre de Vitry, avec qui nous avons travaillé ensemble sur ces manuscrits. Je les ai prises de façon très calme, comme finalement peut-être un historien, je ne suis pas historien, je suis plutôt littéraire de formation, prendrait ce qu'on appelle une source ou une nouvelle source, un nouveau document inédit qu'il s'agit de porter à la connaissance du public. Et le fait que la nature des textes révélés soit sexuelle ne m'a pas posé de difficultés particulières. Que Julien Green, quelles étaient les intentions de Julien Green lui-même, l'auteur de ces lignes et de ce journal, sur ces manuscrits? D'abord, il les a écrits, il les a conservés. Il y a des passages très intéressants dans le journal où il réfléchit sur le journal et sur la postérité à réserver. C'est un des aspects lui-même les plus intéressants du journal. Il varie beaucoup. Il a des moments de doute, de découragement, de lassitude, de dégoût. Avec lui-même, il parle même de fiasco du journal Objectif, où il se dit mais comment puis-je continuer à tenir un journal, et il l'a fait quand même jusqu'à la fin de ses jours. Il dit l'auteur du journal ne comprend pas grand-chose à son propre livre. Il est vraiment la main qui écrit sous la dictée magistrale du temps. Il écrit ça comme ça. Au fond, ce qui est intéressant, parce que ça montre qu'il s'est laissé guider, mais ça ne traite pas de la question de savoir s'il aurait aimé qu'on publie la totalité. Alors quand même, je crois, ce qui domine de ces passages dans lesquels il s'exprime sur le journal lui-même, c'est sa volonté de le conserver et un jour de le transmettre. Il y a un passage au milieu des années 30, très clair, très incisif, très précis, où il écrit noir sur blanc que ce texte, ce document constitue un document humain et qu'il pourra avoir un intérêt pour la postérité. Alors, il fixe des limites, là aussi, très fluctuantes. 50 ans après les événements, 50 ans après sa mort, finalement, il laisse ses ayants droit décider en disant « c'est vous qui aurez les cartes en main ». Et un an avant sa mort, il écrit, je cite, « Je me suis demandé ce matin ce que deviendra ce journal après ma mort. Il faudrait le confier non à un ami, le ciel m'en préserve, les amis brûlent tout, mais à un ennemi, à un homme résolu à nuire à ma mémoire, ce que je m'en ficherais par exemple, il n'en ferait pas sauter une ligne. » Alors il a aussi cette phrase... Mais qui n'est pas ennemi.
ou le meilleur ennemi, je sais pas, de Julien Green. Mais alors il faut y compter aussi l'ayant droit. C'est quand même, enfin dans le droit, c'est quand même lui qui décide. La propriété intellectuelle en France, l'ayant droit qui se retrouve investi de la responsabilité de diffuser les textes. Mais il y a aussi ce passage là aussi au milieu des années 30 où Julien Green dit au fond le meilleur endroit pour conserver ces manuscrits, parce qu'il se méfie beaucoup de son entourage, des proches, de ceux qui pourraient mettre la main sur ce journal et le détruire ou le caviarder. Le meilleur endroit, dit-il finalement, où ce journal serait conservé, c'est l'Institut Hirschfeld à Berlin. Ce qui ne va pas être le cas, il ne va pas confier ces manuscrits à l'Institut Hirschfeld, mais c'est dire qu'il avait sans doute, qu'il était parvenu à une conscience de l'intérêt, alors quoi, historique, sexologique, documentaire. Moi, je pense aussi, et je comprends qu'on puisse ne pas être d'accord, littéraire avec ce texte, qui de toute façon nous est parvenu, et au fil des années, de façon systématique, Julien Green a préservé, a protégé ces manuscrits. Guillaume Faux, moi je veux bien tout ce que vous voulez sur Julien Green, mais je ne pense pas que ce qu'il a écrit sur la sexualité et sur ces chasses sexuelles soit ce qu'il a écrit de plus intéressant. Pour moi, ça demeurera le Léviathan, ça demeurera Moira, qui sont des livres absolument extraordinaires à mes yeux, beaucoup plus importants que ce journal un peu, au fond, répétitif. Alors ça, c'est sur la question de la sexualité. Maintenant, il y a le reste. C'est-à-dire, c'est l'atmosphère intellectuelle qu'il avait supprimée. Je voudrais dire que la critique qu'il fait de Gide, par exemple, la peur qu'il a de Gide, là, on retrouve la peur que tellement de gens ont eu de Gide. Il s'inquiète de ce que Gide peut dire de ses écrits par derrière. Et donc, ce qui est d'ailleurs extraordinaire par rapport à Gide, d'écrire ça. Hein, bon. Et en fait, d'une certaine façon, il se soucie tout le temps de l'image qu'il peut donner. Et même quand il écrit, le mal qu'il écrit sur Mauriac, donc il a censuré, hein, Mauriac, écrivain chrétien comme lui. Parce que lui, il faut quand même préciser que ce grand homosexuel est un catholique et il va toujours à confesse, très pratiquant, il va toujours à confesse. Avec une foi sincère. J'ai l'impression en lisant le journal que presque tous les jours, il a une relation homosexuelle extrêmement dure et compliquée. Et immédiatement après, il va se confesser. Et donc... pas tout à fait, parce que là, c'est une tranche de vie, c'est 1919-1940. C'est vrai que tout change en 56. C'est la période pendant laquelle Julien Green a perdu la foi. Voilà. Il naît protestant, il se convertit au catholicisme à l'adolescence en même temps que son père, mais sans le savoir. C'est intéressant. Il découvrira quelques mois après la conversion de son propre père au catholicisme qu'ils ont eu cette démarche parallèlement. Mais au moment de ces scènes décrites de façon très crue, scènes sexuelles, il n'a plus la foi. C'est ce qui, à ce moment-là, je pense, l'éloigne beaucoup de François Mauriac, d'où sans doute le côté acerbe et critique très méchant, vis-à-vis de François Mauriac. C'est aussi une des choses qui le rapproche de Gide, et le portrait de Gide est magnifique, je trouve, dans ce journal, encore plus complexe et magnifique que dans le journal publié. Alors, on a dit sur Mauriac, mais il y a aussi sur Morand, par exemple, des phrases très étonnantes. Alors, chez Morand, il dit qu'il a croisé tous les raseurs de Paris. Ça donne une idée, si vous voulez, de ce qui se passe du point de vue de la vie des écrivains à une certaine époque. Alors, on est avant-guerre, on les voit tous ensemble, et donc, il y a les petits... C'est comme aujourd'hui, sans doute, évidemment. Il y a des petites amabilités qu'on se fait par devant, et puis par derrière, on voit Julien Green qui tape sur tout le monde avec une énergie absolument considérable. Un peu comme s'il voulait détruire chacune des personnes qu'il a vues. Comme disait Voltaire, les arts sont frères, mais les artistes ne sont pas forcément. Donc, oui, je crois que c'est pas là... Qui aime bien châtie bien, en tout cas. Il a vu Supervielle et il dit je sors de ce mauvais lieu, le cœur plein de dégoût. Vraiment, l'air est plus sain au bordel, au bain de vapeur. Il y a Monterland aussi, il y a Cocteau. Monterland, bien sûr, Cocteau, oui. Jouandeau, ils sont tous là, effectivement, puisqu'ils se croisaient, ils se connaissaient, ils se lisaient. Du reste, le rôle de Gide dans la tenue elle-même du journal manuscrit de Julien Green est intéressante parce qu'il lui a montré, Julien Green a montré ce manuscrit à André Gide, qui le poussait, lui, à publier. Et à un moment donné, Julien Green songe à faire établir quelques copies de ce journal pour les diffuser auprès d'un cercle d'amis pour assurer la préservation du journal. Mais au fond, ces réactions parfois très critiques, noires,
d'un écrivain pour d'autres, il faut aussi les prendre comme celles qui viennent au fil de la plume d'un journal qui, dans les manuscrits, n'est écrit que pour lui-même. Et il faut aussi lui reconnaître le droit à l'erreur, à la contradiction, à la nuance qui viendra après. C'est une écriture qui est celle du quotidien, du fort intérieur. Mais si vous pensez si fort qu'au fond, il voyait d'un bon œil le fait qu'un jour on publie tout, on a du mal à comprendre alors pourquoi, quand il l'a publié en coupant énormément de choses, ou peut-être pour ne pas vivre les inconvénients. Il l'explique très bien. Il ne souhaite blesser personne du vivant des personnages qui sont évoqués dans le journal. Oui. Donc, du reste, alors je ne suis pas juriste, mais effectivement, je pense que du vivant de la personne, le respect de la vie privée était quelque chose qui s'imposait. Moi, c'est ce que j'appelle le syndrome Marie Morneau, vous savez, l'épouse de Jules Renard, sa veuve, donc, qui a cavardé, on dit quasiment 50% du journal. Moi, je suis un fanatique du journal de Renard, et notamment des scènes où il racontait peut-être ses échappées un petit peu, voilà, olé olé, mais aussi beaucoup des moments où il était saignant. Il l'est déjà beaucoup dans le journal qui reste, mais il était très saignant vis-à-vis de ses contemporains. Et là, il y a eu cet effet. Mais si vous voulez, dans son journal aussi, puisqu'il dit tout là, par exemple, ce qu'il dit sur Klaus Mann. Oui. Moi, je suis un admirateur de Klaus Mann, pour qui j'ai une immense estime. Et quand il dit Klaus Mann, c'est d'abord un homme qui chasse les enfants de 12 ans. Klaus Mann n'a pas raconté ça. Il n'a pas raconté comment il a chassé les enfants de 12 ans. C'est un grand toxicomane, Klaus Mann. Justement, très stupéfiant. Il en est mort. Hein. Mais si vous voulez, là, je trouve que c'est assez vache. C'est très méchant et peut-être injuste. Parce que, bon, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un lira le journal de Julien Green qui n'a pas lu Klaus Mann et qui se dira « Oh là là, Klaus Mann, c'est un pédophile, c'est épouvantable. » Sûrement. Non, c'est quand même plus compliqué. Vous voyez, ça peut arriver, bien sûr. Oui, mais je trouve que ce texte intégral est un document unique. Enfin, on n'a eu accès jusqu'à présent à aucun texte de ce type d'un auteur qui est quand même d'un auteur d'envergure qui raconte par le menu, et c'est le sujet qui parle, c'est un homme qui parle de sa sexualité d'homme. On peut apprendre des choses, je veux dire, d'un strict point de vue historique ou factuel, et je pense du reste que Julien Green était écrivain tout le temps, y compris lorsqu'il décrivait ces scènes. La crudité, c'est peut-être parce que, d'un point de vue, dans son geste d'écrivain, il lève le voile, il enlève le phare. C'est peut-être une technique, un geste d'écrivain aussi. Moi, il me semble que Julien Green était écrivain lorsqu'il était romancier, qu'il l'était aussi lorsqu'il était seul face à son journal. Merci Guillaume Faux. Alors je rappelle qu'il s'agit du journal intégral de Julien Green et qu'il est publié chez Lafon dans la collection Bouquins. Emma Becker. Alors Emma Becker, je suis désolé, je n'avais pas lu vos romans d'avant. Donc je suis tombé sur ce livre et je trouve qu'il est exactement dans notre thème de la transgression. C'est pour ça que vous êtes là. Vous avez été étudiante en lettres à la Sorbonne. J'ai découvert dans le livre que vous êtes une grande lectrice de Calafert, et que Calafert qui est cité en épigraphe, qui est, bien sûr, que vous êtes une disciple de Thomson et en même temps de Gonzo, du gonzo-journalisme un peu. Chez De Noël, vous avez publié Monsieur en 2011, vous avez publié Alice en 2015. Et alors là, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de votre expérience dans un bordel de Berlin. Alors je dis votre expérience, on est quand même en littérature, c'est-à-dire que on peut essayer de différencier quand même l'auteur et la personne qui raconte. En tout cas, c'est la personne qui raconte, qui nous donne son expérience dans ce bordel de Berlin, où elle a passé 2 ans et demi. Vous écrivez « J'ai eu une certaine quantité d'idées à la con dans ma vie, mais il me semble que celle-ci a toujours été là, plus ou moins consciente. » Le souci de cette expérience. Alors, d'une certaine façon, vous ne dissimulez pas toutes les contradictions auxquelles vous amène cette expérience, les ambivalences, mais aussi les orgasmes, mais aussi la misère sexuelle que vous côtoyez évidemment. Et vous nous expliquez au fond qu'une fille qui se prostitue porte aux yeux du monde une pancarte qui clame d'une certaine façon en caractère gras « Je suis une paumée ». Vous êtes une paumée ? Non, pas du tout. Je pense, enfin en tout cas je pense pas, à certains égards probablement, mais ce que j'essaie de dire par là, c'est que
voilà, les putes vivent constamment sous un stigmate, voilà, qui est la commisération des autres, la pitié des autres pour le métier qu'elles exercent, et qu'on leur refuse très souvent le droit d'être, premièrement, des travailleuses normales et deuxièmement, des femmes équilibrées, quoi. Parce qu'on s'imagine que la sexualité féminine a un côté très sacré et qu'on ne peut pas, qu'on est forcément tout à fait entière quand on fait l'amour et qu'il n'y a absolument pas moyen pour une femme de faire l'amour de manière anodine comme on l'accorde souvent aux hommes. En fait, je pense que les choses sont beaucoup plus compliquées. Et mon expérience m'a montré que les hommes ont tendance à mettre beaucoup d'affect et de substance dans les relations sexuelles et que les femmes sont très capables aussi de n'en mettre absolument aucun. Et c'est aussi une situation, on n'a pas besoin d'aller au bordel pour la vivre. Je pense qu'au quotidien, la sexualité d'une femme est faite aussi à pas mal de moments d'abnégation, j'en meurs pas d'envie, mais bon, je vais le faire pour faire plaisir. Et en fait, le bordel était vraiment un laboratoire très intéressant sur la sexualité féminine et la sexualité masculine. On peut dire que c'est un livre ethnologique, hein, une ethnologie du milieu, c'est incontestable. C'est un de ces aspects. Et le cœur du sujet, d'une certaine façon pour vous, ce n'est pas la prostituée, mais c'est les femmes qui sont misérables, la misère des femmes, la complication de leur sexualité, la complexité de leur sexualité plutôt, et puis les hommes dont vous parlez très bien. Et je trouve que la différence, moi j'ai lu beaucoup de témoignages de prostituées, ce livre sort complètement de ce qu'on a lu jusqu'ici dans ce genre de domaine. Pourquoi ? Parce que c'est un livre de littérature, de vraie littérature, à mes yeux en tout cas. C'est-à-dire c'est un livre qui transcende d'une certaine façon l'expérience vécue pour nous dire quelque chose de la complexité de ce rapport homme-femme à travers la prostitution. Qu'est-ce qui se passe ? D'abord, qu'est-ce qui se passe entre les femmes ? Et qu'est-ce qui se passe entre l'homme et la femme ? Et au fond, quels sont les enjeux intellectuels, psychologiques, de relations qui éventuellement se continuent pendant un certain temps, d'autres s'arrêtent tout de suite. Et qu'est-ce que c'est que la peur de l'un, de l'autre ? Je trouve que c'est un travail absolument formidable et que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Mais si vous voulez, je me suis dit en même temps... est-ce que le livre ne risque pas d'être pris pour le livre d'une prostituée ? Oui. C'est pas du tout le livre d'une prostituée. Non, je suis d'accord. Non, je pense que c'est vraiment un livre de femme et de toute façon, la prostituée n'est jamais qu'une espèce de caricature de la femme et des rôles dans lesquels on essaye de nous enfermer. Les prostituées sont des femmes comme les autres qui exercent un métier qui n'est pas un métier comme les autres. Et moi, j'avais envie, pour une fois, qu'on parle des femmes qui choisissent de faire ce métier, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on le pense, et qu'on entrave en fait dans leur envie de disposer de leur corps comme elles l'entendent. Et je parle de l'Allemagne où vraiment la prostitution est légale et où il est possible de travailler dans des conditions dignes, où pourtant tous les bordels n'offrent pas des conditions dignes aux femmes. Alors justement, il y a 2 bordels dans le livre. Ouais. Il y en a 2 successifs. Il y en a un qui finalement n'est pas très agréable, où les choses se passent assez mal. Ouais. Et donc, vous allez changer de lieu, et le changement de lieu va vous conduire dans un lieu beaucoup plus agréable. Oui, et puis surtout, le changement de lieu donne un ton différent à l'écriture, parce qu'effectivement, dans ce premier bordel où j'arrive pas à trouver ma place, où vraiment j'ai constamment peur, puis j'ai peur pour mes collègues aussi, il est plus facile pour moi d'avoir une espèce de distance de journaliste, parce que je n'ai envie en fait de n'effleurer que la surface, et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de fond derrière. Et à partir du moment où j'arrive à la maison, en fait, ma distance de journaliste disparaît complètement. Et la maison, c'est le deuxième. C'est le deuxième, voilà. Et c'est là que je redeviens déjà complètement écrivain. Et puis, en fait, où je me sens à ma place et où j'ai envie de faire partie de cet endroit, de faire partie de ces femmes. Et je n'ai effectivement pas du tout le même recul. Et c'est là que le bouquin se transforme en une introspection, en fait, finalement. Je n'ai plus du tout envie de rester en retrait et je fais complètement partie de... Donc le bouquin se divise en fait Enfin, je suis constamment un peu divisée entre la journaliste, l'écrivain et puis finalement la pute, parce que c'est aussi ce que je deviens en arrivant dans cette maison-là. Et... c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que j'en ai fait un roman aussi et pas un témoignage. Je n'ai jamais d'ailleurs réfléchi à ce livre comme étant un récit ou un témoignage, parce que je sais bien que le métier en lui-même transporte une telle part de comédie, de fiction, c'est ça, qu'il est difficile de rester objectif. Le métier de pute, dis-nous, c'est quand même d'offrir une illusion.
C'est ça. Et c'est une illusion voilà, qu'on retrouve aussi à pas mal de moments, enfin moi que je retrouvais à pas mal de moments dans ma vie de femme. Et voilà, donc le principe du roman, je trouve, collait parfaitement à ce métier-là. Alors pour faire écho à ce que disait Antoine, mais il nulle part précisé roman. Ouais. Donc ça, c'est un choix de l'éditeur, c'est votre choix. C'est un choix de mon éditeur et un choix auquel on m'a réfléchi. Parce que la crainte, effectivement, qu'avait Antoine, qu'il a exprimée, qui est tout à fait juste, je crois. Alors moi, je l'ai vécu de manière très simple, c'est que moi, je n'ai jamais été fasciné, contrairement à beaucoup d'hommes, je le sais, par les amours tarifés. Franchement pas. C'est pas une question de bégueulerie, c'est une question de métabolisme, c'est comme ça. Non, donc, voilà. Et du coup, j'ai lu, moi, tout ça, de manière très clinique, et ça m'a permis de voir les qualités formelles de votre livre. Ouais. J'ai sauté quelques passages à la fin, parce que les passages un peu crus, parce que franchement, ça ne m'intéressait pas, c'est répétitif. Mais le reste, du coup, moi, j'ai vu, comme Antoine, les qualités littéraires de ce livre, et qui est un livre d'écrivain. Et donc, c'est ça qui est passionnant dans ce livre. Et donc, est-ce qu'il y avait au départ une dimension déjà littéraire, avant même l'expérience, où vous disiez, ce sera un livre d'écrivain, je l'espère, d'écrivaine, ou alors est-ce que c'est l'expérience ethnologique, parce que c'est le cas aussi, qui a fomenté en quelque sorte en vous ce livre littéraire? Mais en fait, je crois que c'est les deux en même temps, parce que ma fascination dès le départ venait des livres, en fait, comme ce que vous disiez avec les drogues, c'est-à-dire que les premiers livres que j'ai lus de Maupassant, de Zola, de Calafert, m'ont amené une espèce de fascination pour ces femmes et pour le métier qu'elles exercent. Mais voilà, quand j'ai commencé à penser à essayer de faire ce métier, c'était très lié avec le fait d'en faire un livre aussi. Je savais que j'avais envie de retransmettre cette expérience sous forme de roman. Et puis c'est pas la prostitution qui m'intéressait, c'était vraiment le lieu de la maison close. Ouais. Parce que la prostitution, bon, ça, je dirais, ça prend une comme personne. Je vous voudrais donner un exemple. Et l'excitation que je ressens, dont je lui fais part, il ne vient pas à l'esprit qu'elle est totalement détachée de ma chair, que mon corps s'en fout, mais que ma tête branle. Ben, je vais vous dire... Bande, pardon. Bande. Mais bon. Bande. Les deux. Et ben justement, je trouve qu'il y a quelque chose dans cette réflexion qui n'a jamais été amenée, enfin, à ma connaissance, dans les livres que j'ai lus jusque-là, si vous voulez, par cette espèce de division qu'il y a entre corps et tête, et que c'est la tête qui finalement, y compris dans la prostitution, fait l'amour. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Pourtant, c'est une dichotomie qui est très connue, dont les femmes parlent beaucoup aussi entre elles, quoi. Et c'est plus que la prostitution, c'était ça aussi qui était intéressant à décrire, la manière dont la chair et la tête se divisent, comment elles se rejoignent, à quel moment, et par quoi est-ce que c'est provoqué, par des petits détails, peut-être qu'on n'aurait pas du tout, qu'on n'aurait pas pu imaginer. Et cette espèce de monde inexploré, ce continent noir que représente le désir de la femme et son plaisir, c'est quelque chose qui me tient en haleine depuis le début de ma carrière d'écrivain, et puis qui me tient en haleine au quotidien. J'ai l'impression que c'est un espèce de voyage en fait qui dure toute une vie. Et ce livre était important pour moi parce qu'il me semble qu'il traite d'une facette de la sexualité féminine dont on ne parle pas beaucoup. Et voilà, le bordel met une lumière très crue sur ce fonctionnement schématique entre l'homme et la femme. Et puis il y a cet aspect, moi, qui est très intéressant aussi sur le plan anthropologique, etc., qui est cet aspect de l'utilité publique. Moi, il y a les entreprises, on parle beaucoup de RSE, responsabilité sociale des entreprises. En Allemagne, vous le savez mieux que personne, donc les Hero Center, etc., ce sont des entreprises gérées de manière extrêmement sévère, sérieuse, etc. Et donc, il y a une responsabilité sociale des bordels. Oui, mais pas tous. Enfin, pas tous. On l'a vu, on le voit dans votre livre. Voilà, il y a plein d'établissements où vraiment je conseillerais à personne d'aller travailler. C'est pas le gouvernement qui fait les conditions dignes ou acceptables pour les femmes. Ce sont les femmes qui créent leur propre. Mais voilà, l'utilité publique, moi, c'est quelque chose qui me sautait au visage un peu quotidiennement aussi. C'est-à-dire qu'au-delà du sexe, c'est surtout la solitude de certains hommes qui ne sont d'ailleurs ni les plus laids, ni les plus bancals ou les plus vieux ou tout ce qu'on imagine, qui sont tout simplement des hommes des clichés, effectivement. Oui, qui ont du mal à rentrer en contact avec les femmes, soit qui soient très timides, enfin pour plein de raisons qu'on imagine. Et cette idée de n'être jamais touché par une femme ou simplement écouter ou regarder comme un homme,
par une femme, c'est une solitude que moi j'ai du mal à imaginer. Je pense qu'on n'y pense pas suffisamment et qui est quelque chose d'extrêmement abrasif et qui, voilà, à plein de moments je me suis dit mais à quoi ça sert d'être même vivant si on ne peut jamais être en contact avec le sexe opposé quand c'est ça qui nous attire, quoi. Et il y a eu des moments, voilà, humainement très touchants où on se rend bien compte qu'au bordel, c'est surtout le rapprochement que les hommes viennent chercher entre les hommes et les femmes, pas tellement le sexe, parce que vous le dites très bien, le sexe c'est répétitif, le sexe c'est presque accessoire. Et je parle pas beaucoup de sexe dans ce livre-là parce que déjà le sexe n'est pas très intéressant au bordel, et comme toujours, c'est la montée des marches qui est intéressante, et la descente. Voilà. C'est pour ça que vous avez une phrase formidable. Comment puis-je écrire des choses humaines, drôles ou attendries sur ce métier dans une maison, puisque c'est la première maison, où on a dépouillé le sexe de tous ses affects pour le réduire à une friction purement mécanique. En fait, on voit très bien ce que vous cherchez. C'est pas du tout cette friction purement mécanique, mais c'est autre chose. C'est cette atmosphère, ce qui se passe dans le contact des personnalités, la rencontre de ces femmes et de ces hommes. Ouais. Et ça, c'est vraiment très réussi. Et puis il faut dire aussi que la première maison ne laisse absolument pas de... Je ne peux pas blâmer ces filles. Je me rends bien compte que de la façon dont cette maison-là était tenue, on ne laissait pas du tout la place aux femmes. Enfin, on leur laissait pas du tout l'occasion d'avoir des quelconques affects pour leurs clients, puisque les clients, là, en l'occurrence, avaient le pouvoir et que les filles n'avaient pas le droit de dire non. Donc on se rend bien compte que ce sont les filles qui travaillent dans un bordel qui crée l'ambiance de ce bordel-là, et que ce sont des femmes que vient la tendresse et la bienveillance. Quand le pouvoir leur laisse la possibilité Exactement. de le faire. Voilà, ce livre s'appelle La Maison, et donc l'auteur est Emma Becker, il est publié chez Flammarion. Alors Patrick. Alors, nous allons passer maintenant à Isabelle Desesquelles. Vous avez œuvré dans différents domaines. Cinéma, télévision, mais aussi la librairie, avec notamment, j'ai lu donc, la direction d'une grande enseigne à Toulouse dans les années 2000. Vous avez publié votre premier roman, Je me souviens de tout, chez Julliard en 2004. Il y eut ensuite, en incluant la littérature destinée à la jeunesse, il faut le préciser aussi, une quinzaine de livres. On peut citer La mer l'emportera chez Flammarion, Un homme perdu chez Naïve, Fahrenheit 2010, qui a un statut un peu particulier, parce que vous y évoquez le monde de la librairie indépendante, de la distribution, et donc ça a fait un certain bruit. Je voudrais que la nuit me prenne, publié chez Belfond, obtenu le prix Femina des lycéens en 2018. Et votre nouveau roman est paru en cette rentrée de septembre, donc Impur, et vous replonge dans ce qui semble être une thématique récurrente pour vous, la famille, ses tourments, ses secrets, beaucoup de non-dits. Alors ce vocable justement impur, tout attaché, ça désigne qui ? Ça désigne, je dirais, la colonne vertébrale du livre, c'est-à-dire Benjamin, un être qui va se battre. On est avec lui, je dirais, au plus près de cette lutte contre ce qu'on lui a pris, ce qu'on lui a fait et ce qu'il pourrait devenir. On est avec quelqu'un pendant 50 années de sa vie. Il y a un moment fondateur. Son enfance va lui être arrachée. Il a 8 ans, il est place Saint-Marc à Venise. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on est tenu avec votre livre de faire ce que les Canadiens disent non divulgacher. Et non, il ne faut pas spoiler, parce qu'il ne faut pas trop en dire. En tout cas, vous en dites évidemment dans le livre, mais de manière très distillée sur la durée, très progressive. Donc on ne voudrait pas trop dévoiler non plus. Donc c'est pour ça qu'on vous laisse... Oui, en fait, non, simplement, il est là, voilà, il est à Venise, on est le 25 août 1976. Il est dans une bulle de bonheur, qui est ce bonheur que nous donne l'amour des parents quand il est là, entier, en l'occurrence sa mère, et son frère jumeau. C'est la première fois qu'ils vont à l'étranger, ils sont dans cet antre de beauté, Venise, et puis sur cette place, entre le Florian et les Arcades, il y a un prédateur sexuel qui observe les deux jumeaux, qui va être appelé le gargouilleur. Qui ne sait pas sur lequel il va fondre. Et en fait, voilà, il va repartir avec Benjamin, il va le séquestrer pendant 5 ans. Donc tout explose. Évidemment, l'enfance de ce petit être, et puis celle de ceux qui composaient ce trio magnifique, à savoir son jumeau Julien et leur mère Clarisse. Oui, ça c'est relativement accessoire, parce que le livre est quand même une lettre
de Benjamin à son frère. En fait, petit à petit, on comprend que c'est Benjamin, en tout cas c'est ce que j'ai compris, qui écrit à son frère jumeau et qui lui raconte cette expérience. Donc on est vraiment du côté de Benjamin, et dans presque tout le livre, il va à Bari avec ce prédateur. Petit à petit, au fond, il est avec ce prédateur dans une situation très très ambiguë, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il fait, ce qui se passe. Et tout d'un coup, d'ailleurs, vous allez nous dire que c'est un prédateur. Moi, je suis peut-être naïf, mais au début, je n'avais pas compris. Je veux dire, j'aurais pu regarder le 4e de couverture. Mais comme j'ai lu le livre, je me suis laissé prendre par le roman. Et c'est progressivement que j'ai compris que c'était vraiment quelqu'un qui était un pédophile. C'est ça qui est intéressant. L'homme qui Mais oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas une description au départ d'un enlèvement par un pédophile. Pas du tout. Mais on a le mal-être de Benjamin. Le mal-être de Benjamin dans ce foyer dont il ne peut pas partir, dont il n'ose pas partir alors qu'il pourrait peut-être partir. Oui. Et on se dit, non mais pourquoi il ne part pas pour rejoindre sa mère? Le lecteur se dit ça, hein. Enfin, le lecteur que je suis, moi, c'est dit ça en tout cas. Et puis il ne part pas, non. Il reste là, un peu comme fasciné par ce type et par la dame qui est avec lui. Oui, enfin... On va découvrir d'ailleurs que ce n'est pas tout à fait sa femme, mais plutôt quelqu'un que lui aussi il a suborné et qu'il a pris. Pour moi, les choses sont assez simples. On est encore une fois, et c'est très important, parce que ce dommage terrible qui est fait à Benjamin, il est fait à ceux... Tout au long du livre, on se rend compte qu'en fait, il perd quelque chose, et puis les années passent, et il a perdu bien plus qu'il ne croyait avoir perdu, parce qu'il ne les retrouvera pas. Donc en l'occurrence, c'est très important, ces deux autres êtres qui forment ce trio. Il est enlevé, il y a effectivement un grand malaise. On passe de l'adulte qui est devenu Benjamin à cet enfant en lui qui crie, qui ne cesse de crier. Il est tenté par cet enlèvement et ces années de séquestration. Effectivement, il va se passer un certain nombre, je dirais, de semaines avant que son ravisseur fonde sur lui. Semaines pendant lesquelles le lecteur, peut-être, et Benjamin, je ne le crois pas, redoute, espère, il sait quelque chose de terrible est là, qui l'attend. Et puis c'est le temps, je dirais, peut-être le temps, on en revient encore à cette fameuse montée des marches, le temps où le ravisseur, je dirais, savoure, déguste sa proie future, le temps aussi où il lui apprend l'italien, où il veille à ce que une cuisine chaque jour lui soit donnée et qu'il se sente bien dans ce lieu. Qui semble, a priori. C'est ce rapport, je dirais, on est encore une fois avec un enfant qui a 8 ans. On est en 76. Ce petit être ignore absolument le mot « faire l'amour ». Il est élevé par sa mère. Il n'y a jamais une goutte de sperme qui est sortie de son corps. Il ne sait absolument pas ce qu'il attend. Il n'a pas de mots pour ça, il n'a pas d'image. Et il comprend qu'il ne devrait pas être là, il comprend que quelque chose vient d'exploser. Et en fait, à un moment donné, effectivement, ce prédateur va faire de lui, je dirais, sa chose, son plaisir, et c'est un massacre. Mais non, mais il n'y a pas de scène comme ça. Justement, Isabelle Desesquelles, moi c'est ça que je trouve très fort. C'est très elliptique, si vous voulez, mais c'est ce qui fait vous êtes d'autant l'intérêt du plus livre. transgressive que vous ne dites pas tout ça. Pour moi, c'est dit, mais pas avec les mots. Non, c'est évidemment dit. Mais si vous voulez, il faut sortir un peu. Quand j'ai commencé à écrire ce texte, je savais qu'il y avait deux endroits où je n'irais pas. Et quand j'ai voulu écrire ce texte, c'était il y a des années. Tant que je n'ai pas su comment j'allais contourner ces deux façons d'écrire, je ne l'ai pas écrit. Et c'est en lisant, on parle tous de nos lectures, et c'est en lisant un auteur, en l'occurrence Richard Wagamese, c'est quelques pages dans un de ses livres qui s'appelle Jeu blanc, où je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé, je sais, je vais pouvoir le faire. C'est quelques pages. En fait, il n'était pas question d'aller dans le témoignage ou le récit vécu, en aucune sorte et en aucune façon. Il n'était pas question de trahir tous ces enfants, abusés, tous ceux qui disparaissent tous les jours, en ouvrant une porte et en la refermant et mettant un beau mouchoir dessus. Jamais. Il n'était pas question non plus, à aucun moment, je crois, aucune phrase, aucune page,
d'avoir recours à un vocabulaire sexuel à la manière de notre ami. De Julien Green, justement. Pardon. Julien Green pas question non plus. Mais pas question non plus. C'est pas de dire, il n'est pas question d'écrire ça. Cet enfant ne le connaît pas, ce vocabulaire. Il n'y a pas accès. Et tout ce que vous avez pu lire, beaucoup des textes sur ces enfants violés, ce sont les adultes qui les écrivent, les adultes qu'ils sont devenus quand il s'agit de quelque chose de vécu, ou les adultes qui ont été l'intercesseur entre ce drame, si on prend des jeunes enfants enlevés, et puis il y a un témoignage qui sort dans les 2 années de leur libération, c'est un journaliste ou c'est un adulte qui va retranscrire leurs paroles. Là, on est avec un petit qui dit précisément, tout ce qui lui arrive, toute cette chose, cette mais terreur, mais avec sa manière. Et sa manière, quelle est-elle? Elle est l'innocence absolue. Elle est la pureté. Et elle est la poésie. À un moment dans le livre, il y a une phrase quand même qui résume toutes les autres et qui, elle, dit les choses. Elle n'est pas forcément belle, la vérité. Un cancrelat, voilà à quoi elle me fait penser. On la décapite, rien ne l'arrête. Blattes, cafards, on les écrase et ils prolifèrent. Il faut s'y prendre autrement avec eux, ou ils vous entreraient dans la gorge. La vérité aussi. Et ça me semble vraiment... bien correspondre à... Et là, celui qui dit ces mots, ce n'est pas l'enfant, c'est Benjamin, 50 ans après. Voilà. Et peut-être ce qui violente et ce qui fait croire ou penser que non, les choses ne sont pas dites, pardon de m'insurger contre ça, mais elles sont tellement dites, mais pas comme on a l'habitude, pas comme on les lit, pas comme on voudrait peut-être les lire. C'est ce qui fait l'intérêt de votre livre. C'est ce qui fait l'intérêt de votre livre. Et il me semble, j'ai parlé d'innocence, mais quand je cherchais sans pouvoir m'appuyer avec ce refus très fort de m'appuyer sur aucun de ces mots dont je parlais, je me suis rendu compte que ce qu'il avait en lui, c'était la poésie. Cette poésie, vous savez, ces rires d'enfants, ça dure quelques années, quelques mois. On le voit très bien avec les scènes qui viennent après. Je crois que c'est ne rien livrer de l'intérêt du livre que de dire à l'avance qu'il y a 2 moments au Mexique où cet enfant, donc devenu grand, va au fond trouver une femme et une petite fille. Dans chaque cas, une découverte étonnante pour lui. Et dans cette découverte qu'il fait, au fond, de personnes qu'il n'a jamais rencontrées de cette façon, il y a quelque chose qui s'éveille chez lui et qui est extrêmement intéressant. Et on voit bien que vous accompagnez son évolution et qu'il a le langage de quelqu'un, là vous avez le langage de ce quelqu'un de 20 ans ou de 25 ans, lorsqu'il est au Mexique, et qui découvre au fond l'amour, tout simplement, l'amour avec une ou 2 femmes, la veuve blonde, l'affection pour les jeunes filles, pour leur fille à chacune de ces 2 femmes. Et on a l'impression, si vous voulez, que vous accompagnez la naissance du sentiment, la naissance et de l'expression du sentiment. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié, moi, pour ma part. Et je crois que ce livre est vraiment de l'ordre de la transgression, parce que de quelque chose qui pourrait être horrible, il nous montre comment ça peut être vécu simplement. Oui, en fait, il se tourne vers la beauté du monde, vers cette élégie-là d'une civilisation, cette beauté... quand on est à Touloum et puis on est face à la mer et puis on est dans ce berceau du temps, encore une fois, on est dans les années 80 et ça n'a pas encore été perverti par des mers de plastique. Et en tous les cas, ça se voit moins. Et en fait, oui, il est... Alors la veuve blonde, d'une certaine façon, il a effectivement 20 ans et elle est, cette femme... Elle incarne la mère qu'il a perdue. Oui. Elle a une 50aine d'années. Il cherche une douceur. Il cherche ce ventre qui lui a été ôté. Il n'a pas eu ces années où un enfant continue à poser le soir avant de se coucher ou à un moment donné parce qu'il a un chagrin, le ventre de sa mère où il peut se consoler. Donc ça relève d'une consolation. Mais cette femme a une petite fille. Et cette petite fille l'attire. Cette petite fille le trouble. Et donc,
l'objet, je Ça dirais, va revenir 2 fois. absolument. Parce que ça revient aussi au Yucatan, quand il va dans la deuxième fois, dans une deuxième famille au Mexique. Et alors là, j'ai été très sensible au fait que c'est la première fois, je ne sais pas si vous en avez eu conscience, que vous utilisez le mot « mon violeur ». Là, tout d'un coup, c'est prononcé « mon violeur ». On a presque fini le livre, et c'est « mon violeur ». Et moi, je vais vous dire, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il dise ça. Et c'est parce qu'il a atteint cette maturité que cette expression vient. Mais moi, je n'avais pas du tout pensé à ça quand j'ai lu le livre. On est encore un peu naïf, mais c'est pas grave. En fait, si vous voulez, c'est un mot que j'aurais... Quand j'ai commencé à écrire, mais heureusement, on ne décide pas tout, et tellement pas, je ne souhaitais pas l'utiliser. Et quand je suis arrivée à ce moment-là, le texte m'a dicté, m'a demandé, m'a réclamé de l'écrire. Et peut-être, voilà, c'est important, parce qu'effectivement, il fallait qu'il soit là, ce mot. Mais bon, après, la conscientiser, ça s'arrête là. Mais il fallait qu'il soit là. Il ne faut surtout pas se l'interdire. Enfin, en tous les cas, quand il s'est imposé... C'est dommage que vous ayez utilisé ces 2 mots, c'est dommage. Non, c'est dommage parce que vous m'auriez laissé dans une espèce de point d'interrogation. Mais je ne souhaitais surtout pas vous laisser dans une sorte de point d'interrogation. En tant que personne qui souhaite, qui a envie de raconter cette histoire, en aucun cas, je ne souhaitais, vous ou le lecteur, le laisser dans cette interrogation. Merci Isabelle Desesquelles. Alors donc ce livre s'appelle Impur, UNP, P majuscule UR, c'est accroché. Vous n'avez pas bien expliqué pourquoi, mais... Vous ne me l'avez pas demandé de façon précise maintenant, mais pourquoi? Tout simplement, encore une fois, quand j'ai commencé à écrire le livre, je ne savais pas si cet homme allait être cet homme qui allait, on va dire, être hanté. Est-ce qu'il céderait ou non à ses désirs? Est-ce que ça resterait des fantasmes? Et heureusement, nous avons un droit, je dirais, absolu aux fantasmes. Ou est-ce que ces fantasmes feraient de lui un être qui pourrait abîmer et détruire de la même manière qu'il en a été envers lui? Je ne le savais pas. Et je souhaitais, que le lecteur que vous êtes, que les lecteurs s'interrogent et jusqu'au bout du livre, jusqu'à ce qu'il referme le livre, nonobstant ce mot violeur, selon sa propre histoire, selon qui on est, selon ce que l'on redoute, ce que l'on ne veut surtout pas, on ira. Et je pense que les livres sont là pour ça, pour nous laisser encore plus place à l'imaginaire. Donc c'est Impur chez Belfond. Merci. Bien, alors on a rassemblé vos livres sous le thème transgression. Est-ce que vous avez eu l'impression, quand vous avez écrit vos livres, que vous faisiez quelque chose de l'ordre de la transgression, Cécile Guibert? Oui et non. Non, dans la mesure où la drogue me semble un phénomène complètement banal. Il n'y a jamais eu autant de drogués dans le monde que depuis que la drogue est interdite, donc c'est quand même assez fascinant. Ceci étant, c'est une transgression dans la mesure où on revisite une histoire littéraire de plusieurs siècles et où on découvre effectivement qu'un grand nombre d'écrivains ont transgressé forcément un interdit, un tabou. Donc dans cette mesure, oui. Simplement, ce que je trouve aussi intéressant, c'est de revivifier cette expérience en évitant qu'elle s'agglutine aux clichés qui collent à cette expérience. Et j'ai envie de dire que par rapport au livre dont il est question aujourd'hui, que ce soit la prostitution, la pédophilie, l'homosexualité, en fait, si comme Martin Amis l'a dit, écrire c'est faire la guerre aux clichés, ce sont des livres qui d'une certaine façon font la guerre aux clichés parce qu'ils prennent l'envers de l'opinion, de la doxa, sur tous les sujets dont il est question. La prostitution, ce n'est pas ce que la société nous raconte. La pédophilie, ce n'est pas ce que la société nous raconte. C'est autre chose. Donc, dans ce sens, tous ces livres sont parfaitement transgressifs. C'est important parce qu'effectivement, ce que vous dites signifie qu'au fond, ce n'est pas finalement le contenu de la pratique sexuelle ou de la pratique toxicomane qu'on raconte qui importe. Ce qui importe, c'est le rapport entre cette pratique et la littérature. C'est-à-dire, c'est au fond comment ce texte est écrit en rapport
avec une expérience un peu de côté, mais qui est une expérience finalement assez banale, parce que toutes ces expériences sont banales. Je pense pas que, pardon de prendre la parole, je pense pas que ça soit banal. Non, je pense pas que ça soit banal. Simplement, c'est une façon de l'énoncer qui reste dérangeante, en fait, qui reste profondément dérangeante, en dépit de tout ce qu'on a pu dire, parce que ce ne sont pas des sujets évidemment qu'on n'aborde pas. La prostitution, on en parle, la pédophilie, on en parle, l'homosexualité, on en parle, la toxicomanie, on en parle. Mais la littérature consiste sans doute à énoncer un point de vérité sur cette réalité qui résiste et qui dérange et qui bouleverse l'opinion commune. Isabelle Desesquelles, vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je suis effectivement... pour moi, la seule chose qui compte, et je dirais, il me semble, la seule chose qui reste et restera, c'est ce qui est écrit. Et que ce qui est écrit contienne une langue, une voix, qu'un livre qui abrite une histoire dise toutes les histoires, raconte quelque chose qui n'est pas, encore une fois, qui ne relève pas d'un témoignage, qui ne relève pas d'une expérience seulement, mais qui sera une empreinte sur quelque chose qui va c'est chercher non pas sur du factuel, mais sur, encore une fois, ce mot très important de l'empreinte sur ce qui reste. Alors être transgressif... Pour moi, il y a parfois un dévoiement de ce mot, il est presque à la mode. Je vois des médias qui se disent très transgressifs, qui ne le sont tellement pas, qui sont au service... Ils sont même le contraire. Le contraire absolu, qui sont juste au service d'une marchandisation, je dirais, de la pensée absolue, totale, proliférante. Ce qui est peut-être transgressif, c'est encore une fois de ne pas chercher à protéger, de ne pas chercher à adoucir, de ne pas chercher à... voilà, c'est de se dire, je vais bousculer, je vais de façon différente, vous le disiez tout à l'heure pour Cécile Gilbert, voilà, elle met sur la table alors que ça ne lui ressemble pas forcément trop quand on regarde un peu des choses, des choses personnelles. Bon, évidemment aussi dans cette démarche qui est de dire, mais après ce qui compte, ça n'est pas du tout que ce soit quelque chose que votre histoire, vous ayez consommé des psychotropes ou que vous ayez été 2 ans dans la maison. Ce qui compte, c'est que vous en ayez fait un matériau littéraire, une glaise, et que ce livre, dans X années, tout comme Julien Green, par exemple, tout à l'heure j'écoutais, alors ça chasse à une sexualité, voilà, le passage que vous avez lu, en soi, encore une fois, parce qu'en plus, il est avec c'est pas les mots qu'il utilise, mais c'est peut-être pour celui qui relira Green, pour celui qui relira ces passages inouïs où il raconte l'étreinte, l'emprise d'un corps qui soit ou non homosexuel, ça nourrit quelque chose et ça devient, je dirais, quelque chose qui mérite. Vous venez d'évoquer effectivement ce qu'on pourrait appeler des pseudo-transgressions aujourd'hui. On sait très bien que l'art est allé tellement loin dans la pseudo-transgression qu'aujourd'hui, on fait quasiment un 360. Bon, tout ça est assez ridicule. Quand j'ai vu le mot, si vous voulez, l'angle de l'émission, que vous y soyez associé m'a rassurée. Ouais. Ça m'a rassurée. Je me suis dit, bon, voilà, on ne va pas être au service de... C'est ce que je me suis dit. Alors, est-ce que la transgression n'est pas finalement, pour revenir un petit peu à votre univers, mais est-ce que n'est pas la spécificité de l'enfance ? C'est comme disait Baudelaire, le génie, c'est l'enfance retrouvée à volonté. Et l'enfant est transgressif. Et c'est en grandissant qu'on entre dans le calcul et que la transgression disparaît, en fait. Je ne sais pas si on entre dans le calcul, mais on n'est plus dans l'insouciance. Transgression on n'est plus dans l'insouciance. On est plus stratégique, en quelque sorte. On n'est pas par quelque chose qui n'est autre que, je dirais, c'est pas quelque chose qui est réfléchi, c'est pas quelque chose qui est analysé, et c'est en ça que c'est si beau et pur. Oui. D'ailleurs, l'étymologie du mot môme est intéressante. Le môme, ça vient de Mahom, qui voulait dire Mahomet, et qui signifiait la transgression absolue, c'est-à-dire l'hérétique. Voilà. À l'époque, c'était un vieux mot. Le mot môme, qui dit bien l'enfant transgressif. Ça, c'est intéressant. Et donc, est-ce qu'il y a des références comme ça dans le... il y en a pas mal dans
dans le monde littéraire qui renvoie à l'enfance. Je crois que ce qui est très important, c'est de voir l'écart qu'il y a entre le fait que ce n'est pas le contenu de ce qu'on dit qui est transgressif, pas du tout. C'est la manière dont on utilise ce qui est dit. C'est-à-dire la manière dont on le met en scène et la manière dont on le traite littérairement. Et je trouve qu'il y a dans les formes littéraires, qui sont très différentes pour chacun d'entre vous, que vous avez choisi quelque chose qui est de l'ordre de la transgression. Parce que justement, comme on est très habitué à ce que ces thèmes-là soient prétendument transgressifs, alors qu'ils ne le sont pas du tout, vous arrivez à leur donner une dimension nouvelle. En fait, c'est ça, c'est rénover finalement le discours littéraire sur la sexualité, sur l'homosexualité, sur la pédophilie, sur la drogue. Au fond, on voit ce discours qui tout le temps est enrichi, tout le temps est transformé, et que c'est ça qui est transgressif. C'est choisir, c'est choisir. Ce n'est pas le sujet qui nous impose, mais c'est s'emparer d'un sujet et choisir ce que l'on en fait. Et effectivement, c'est la langue, c'est une voix, et une voix qui les contient toutes ou beaucoup, qui peut, vous voyez, enfin il me semble, pardon, c'est... Mon point de vue est un peu différent de vous trois parce que je ne suis pas écrivain. Je ne suis que l'éditeur de ce texte de Julien Green qui était l'écrivain. Et il me semble que, et je pense vraiment que nous ne parlons pas tous les quatre du même point de départ. Lorsque, en tant que lecteur, je lis un texte ou je découvre un texte, j'essaye de ne pas arriver avec des catégories toutes faites et une idée du littéraire ou de la littérature toute faite, figée, grammaticalisée. Alors on a nos références, on a une éducation littéraire, etc., bien évidemment. Mais je crois que la littérature, c'est les écrivains qui l'inventent. Et il faut se donner la chance à chaque parution, à chaque création nouvelle, parce que sans ça, il n'y a plus d'histoire possible, plus d'histoire littéraire possible, d'entendre les écarts, c'est le mot que vous avez employé et qui me paraît vraiment le plus juste, qu'une langue subitement peut faire entendre par rapport à la doxa et à la façon qu'on a habituellement de traiter de tel ou tel domaine. Et pour en revenir au journal de Julien Green, comme je vous le disais tout à l'heure, pendant ces années de travail, quasiment jamais eu le sentiment de cette transgression. En fait, c'est le mot qui surgit aujourd'hui dans les réactions à la parution du livre. Mais je pense qu'on peut la nuancer déjà, cette notion de transgression, à l'époque où Julien Green écrivait ce journal. Je pense qu'il faut l'imaginer, si je peux essayer de le faire, très calmement assis à sa table de travail, avec cet espace de liberté absolue qui était ce cahier de son journal qu'il n'écrivait que pour lui-même, et sous la menace d'aucune censure, d'aucun interdit, puisque c'était pour lui. Et que cette tranquillité-là, je pense, qui est au départ, induit quelque chose dans la manière dont j'ai reçu le texte en l'éditant 90 ans plus tard ou 80 ans plus tard, puisqu'aujourd'hui, ce livre ne tombe pas sous le coup de la loi, malgré toute la crudité de son langage. On le disait, la société a énormément changé, énormément évolué. Nous vivons dans une époque plutôt cool, on va dire. Et en même temps, ce texte est aussi une forme d'exemple de liberté absolue. C'est-à-dire que les scènes décrites, vécues par ces hommes dans les années 30, alors que la société interdisait tout ce qui est décrit, ils les vivaient. Et ils avaient une sexualité qu'ils arrivaient à mener à terme. Voilà, c'est intéressant, je pense, aujourd'hui, d'avoir ce regard sur cette liberté-là et sur cette transgression qui est avant tout, effectivement, un écart par rapport à la doxa, à l'idée officielle. Et donc un écart évolutif en permanence, mais oui, bien entendu. Voilà, oui. C'est intéressant que vous ayez prononcé le mot de liberté, parce qu'il est vraiment dans votre livre, et je pensais à vous quand il a prononcé ce mot, et Emma, parce que dans votre livre, on comprend que c'est finalement la liberté des femmes dont vous voulez nous parler. Et cette liberté-là, elle est au cœur du livre. Et je me demande si c'est pas ça qui est transgressif. Cette liberté chez Green, cette liberté des femmes chez vous, et au fond, cette liberté de cet enfant chez vous.
Et puis, alors je vais dire un mot sur Amélie Nothomb, parce que je voulais quand même citer ce que dit Cécile Gilbert sur Amélie Nothomb. Alors, bien sûr, je savais qu'Amélie Nothomb avait pris du champagne, mais des substances hallucinogènes à laquelle elle aurait été initiée par Tom Verdier, je ne le savais pas. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a un double fond chez Amélie Nothomb qu'il faudrait aller rechercher. Il y a beaucoup d'écrivains dont on ne soupçonne pas tout ce qu'ils ont pris, et c'est justement ce livre contribue à les révéler. Et dans le cas d'Amélie Nothomb, c'est intéressant parce qu'elle a pris précisément des drogues hallucinogènes pour élargir sa conscience ou avoir d'autres perceptions du temps, de son corps. Elle a été initiée effectivement par Tom Verdier à des drogues qui sont rares aujourd'hui, parce que prendre de l'ayahuasca, c'est-à-dire cette liane d'Amazonie, il faut vraiment aller dans les pays concernés pour le faire. Et elle a pris aussi de la mescaline, des champignons. Elle en a parlé, donc... Voilà, elle en a parlé. Maintenant, au lecteur de juger si le contenu de son expérience qu'elle révèle littérairement voilà, est riche, dense. Et c'est justement un exercice d'esprit critique qu'il faut faire en lisant ça, puisqu'il y a des textes de tout statut et de Alors justement, est-ce que toute qualité. Mais est-ce que c'est de l'ordre de la liberté? Alors justement, ce que vous dites, vous, Emma, d'une certaine façon, dans votre livre, cette liberté des femmes, ça apparaît tellement fort que c'est quelque chose que vous nous révélez et qui, au fond, s'inscrit dans la manière dont vous écrivez le livre. Bah oui, je ne pense pas qu'un écrivain soit transgressif, ou en tout cas ait la conscience d'être transgressif. Je pense que c'est la réception qui détermine si oui ou non le livre est considéré comme transgressif. Je pense qu'un écrivain, il vit, il est en train de vivre et il est tellement dans la vie. Je pense notamment à Septentrion de Calafert, où je ne pense pas qu'il y ait une volonté de transgression, mais les choses qu'il dit sont tellement puissantes et sont tellement en lien avec l'humanité la plus brute, en fait, que c'est ça qui devient transgressif. C'est ce qu'on n'a jamais dit avant sur des sensations qu'on vit pourtant tous les jours. Je crois pas, moi j'ai jamais eu l'impression de vouloir transgresser quoi que ce soit, mais peut-être que ce que je dis sur les femmes et sur la sexualité des femmes est quelque chose peut-être qu'on n'a pas assez entendu, qu'on devrait, je pense, entendre plus. Mais c'est vrai, la prostitution n'est pas un sujet de transgression en soi, ça existe depuis très longtemps. C'est la voix qui lui donne le côté transgressif, dérangeant ou pas. Je voudrais faire un lien avec ce que vous dites et la manière dont vos livres sont reçus. Le livre de Cécile Guibert a été reçu par des gens qui ont dit formidable, etc. Toutes ces expériences. Bien sûr, Julien Green, tout le monde dit formidable, on a appris plein de choses sur Julien Green, etc. Tout le monde ne dit pas ça. Non, c'est très contrasté. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des gens qui sont tristes Il y a eu des polémiques, de cette révélation. Bon. Mais sur le vôtre, en gros, on dit oui, c'est vraiment quelque chose de neuf sur cette question. Mais sur le livre de Madame Desesquelles, je n'ai rien lu. Et d'abord, je me suis dit, mais pourquoi, au fond, il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire, voilà 4 livres que moi je crois tous les 4 transgressifs, chacun à leur manière, avec cette espèce de liberté qu'il y a par rapport à ce qui arrive, effectivement, de l'écrivain qui prend cette distance, et en même temps, il y en a un qui... Alors, c'est le système dans lequel on est, sans doute, évidemment, mais qu'est-ce que ça révèle du monde dans lequel nous sommes? C'est-à-dire, à quoi la critique littéraire s'intéresse. Je suis désolé de mener là-dessus la discussion, mais j'ai l'impression que c'est une question très importante. C'est-à-dire, un peu comme si il y avait une loterie qui faisait que certains des livres sont promus, parce que les gens sont connus éventuellement avant, et donc ils sont promus, et tous les médias se ruent sur le même genre de livres. Et puis, il y en a qui sont au moins aussi forts et qui sont ignorés. Non, mais je crois que le statut des livres est très différent dans la mesure où Julien Green, c'est quand même monumental, dans le sens où c'est un grand écrivain. Pardon de parler de mon propre livre, mais mon propre livre, c'est la première somme qui existe anthologique sur l'expérience des drogues en littérature. Donc c'est normal que c'est une étude savante. C'est normal qu'on en parle. Le récit de Madame est absolument remarquable et je déplore absolument qu'il n'en soit pas davantage parlé, mais c'est quelque chose de beaucoup plus fragile, quelque chose de beaucoup qui risque aussi d'être broyé par d'autres livres dont on parlerait. Et quant au vôtre, c'est vrai qu'il a une singularité dans ce discours sur la prostitution il me semble normal qu'il ait été... D'autant que c'est peut-être les hommes qui font la critique littéraire aussi.
Non, il y a beaucoup de femmes. Oui, mais non. C'est assez panaché quand même. Oui, C'est le thème de l'enfance aussi qui, pour le coup, est difficile est compliqué, peut-être délicat pour beaucoup de critiques à traiter. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au fond, est-ce que c'est pas le fond qui est transgressif, c'est la manière, c'est la forme, la manière dont on parle, dont on évoque les sujets. Et vous avez fait, c'est ce qui fait l'originalité de ce livre, justement. Il y a un côté elliptique et très poétique, très contourné, j'allais dire, et ça c'est difficile à faire. Contourné, j'ai pas dit chantourné, mais oui, contourné, est un bon mot. Et qui fait que vous y allez tout en douceur. Et du coup, peut-être que voilà, il y a un effet peut-être un petit peu stupéfiant sur la conscience qui fait que ça n'apparaît pas comme étant transgressif, alors que quand même. Il sera dans une prochaine anthologie sur les stupéfiants, sur le stupéfiant. Mais en tout cas, c'est une explication que je. Voilà. Oui, je pense que de toute façon, il me semble que le fait d'être du côté non pas. On va dire, quand j'écrivais ce livre, il ne s'agissait pas d'écrire quelque chose de réel, mais quelque chose de vrai. Et peut-être vit-on dans un monde où ce qui prend le pas, c'est non pas la vérité, mais la réalité. Oui. Alors voilà, bon, les choses. Voilà, le livre, il est au début, et peut-être qu'il y aura à un moment donné une part pour quelque chose de vrai. Oui, enfin, en même temps, il y a tellement de vérité. Si vous voulez, la vérité, elle est quand même plurielle. Alors que la réalité, elle est... Encore une fois, le mot, pour moi, est un sens très différent. Ce n'est pas la vérité. La vérité, vous avez lu tout à l'heure ce que j'en écris, et je l'associe à un cancrelat. Donc, je rejoins ce que vous dites. Votre pensée, ce que vous alliez dire. Oui. Je parle du vrai. C'est-à-dire que dans votre livre, il y a ce mélange de réalité et de vérité. Parce que c'est aussi de l'ordre de la réalité, ce qui se passe. Et une réalité qui est traitée souvent seulement de façon morale, vous voyez, du moralisme. Il n'y a pas un mot de morale dans votre livre, et moi, ça m'a fait plaisir. Oui, mais il n'y a pas un moment où on juge, il n'y a pas un moment même, je dirais, où on cherche à comprendre, il y a être au plus proche de quelqu'un qui mène une enquête sur ce qu'il abrite de terrible et sur ce que ça pourrait faire de lui. Et en fait, on est dans cette... Voilà, il y a une sorte de moteur narratif qui est ce qu'on redoute le plus, mais qui est nous-mêmes. Qui est nous-mêmes. C'est tellement... Il me semble. Alors peut-être c'est ça qui... À l'inverse, au fond, dans ce livre de Julien Green, qu'est-ce qu'il y a comme morale ? Qu'est-ce qu'il est moral ? Je veux dire qu'en ayant caché ça, et même en le révélant, il est tout le temps au niveau du jugement moral. Sans le dire. Je ne sais pas. Peut-être si on le lit à l'aune de l'ensemble de l'œuvre et de l'ensemble d'une vie où effectivement il va évoluer. Il va retrouver la foi, il va retrouver des préoccupations métaphysiques qui ne l'ont jamais véritablement quitté, même pendant les années où il a cette vie sexuelle très intense, très fréquente, je préfère dire ça que répétitive, parce que la question de la répétition, elle est consubstantielle à la sexualité même. Enfin, je ne crois pas du tout, ça fait rien. Oui, mais physiologiquement, il y a certains gestes qui doivent se répéter pour que ça se passe. Donc, mais... Ce qui, je pense, là, les réactions... Une experte à côté de vous, il va vous dire. Les réactions aujourd'hui à la parution du journal, de ce journal intégral de Julien Green, elles sont effectivement très contrastées. Il y a parfois des réactions assez vigoureuses, assez, peut-être pas violentes, mais en tout cas très, très critiques. Elles s'expliquent, je pense, parce que... pour certains, c'est un bouleversement de l'image de Julien Green, de la représentation de Julien Green qu'il se faisait. Parce qu'il y avait ce côté hagiographique. Après, le côté écrivain chrétien, on va dire. Oui, mais après s'étonner, c'est quand même tombé de l'arbre. Il ne faut peut-être pas non plus... Oui, mais si vous lisez effectivement certaines réactions aussi, aujourd'hui, c'est... Alors parfois, il y a des réactions sincères qu'il faut respecter, des réactions sincères qu'il faut respecter, et puis d'autres qui sont peut-être un petit peu fabriquées, au sens où là, on tombe de l'arbre. On savait très bien... Alors que notre démarche a été celle de
proposer, je ne dis pas que personnellement, chacun de nous trois qui avons édité ce texte avons cette conviction-là, c'était de proposer peut-être, si ce n'est un renouvellement, une nouvelle approche, un nouvel angle d'approche et surtout de nouveaux éléments factuels, biographiques sur Julien Green. Et j'ai effectivement intitulé la petite introduction que j'ai faite L'autre journal. C'est ça. Emma Becker, alors, moi je pense que la sexualité n'est pas du tout répétitive. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas ? Mais oui, je vous suis. Et puis à un moment, on va peut-être se diviser, mais non, ce que j'entends par répétitif, c'est qu'il y a, voilà, c'est ça, probablement. Et puis il y a une notion aussi, il y a quelque chose d'incantatoire dans le discours érotique, dans le discours sexuel. Quand je dis que la sexualité est répétitive, je parle du contexte dans lequel j'écris, qui est finalement une sexualité plutôt conjugale par rapport à ce que nous Français imaginons du bordel dont on n'a plus aucune idée, et par rapport à ce qu'on a pu lire de Sade sur la prostitution, où vraiment on imagine que les hommes ont des fantasmes abracadabrants. Et vous avez le fantasme de Justine. Et moi, j'ai le fantasme d'incarner Justine, non, mais d'incarner... Ah, mais pas la Justine de Sade, mais à travers elle, d'incarner Voilà, ce qui me fascinait chez ces femmes-là, c'était la manière dont elles incarnaient la toute-puissance du désir, quoi, la capacité d'être un corps désirable et uniquement ça. Et pour moi, ça, je n'engage personne d'autre, il y avait quelque chose de miraculeux de pouvoir être constamment comme ça en train de réfléchir et de me poser des questions et que ça puisse être aussi si simple de n'être qu'un corps désirable et désirant, quoi. Ça, c'était quelque chose qui me fascinait. Parce qu'au fond, dans le titre, peut-être que je me trompe, mais la maison, il y a quand même quelque chose de très intimiste, rassurant, protecteur, la maison. Ben oui, parce que cette maison était représentait ça. Oui, voilà, exactement. Et c'est vrai que quand je suis rentrée dans cet endroit, c'est là que je me suis dit, mon bouquin ne sera pas sur la prostitution, mon bouquin sera sur cet endroit particulier qui me rappelait tellement la maison Tellier, qui me rappelait... La maison Tellier, absolument. J'ai pensé à Maupassant, cette nouvelle merveilleuse. Qui est une merveille, enfin même Boule de Suif, enfin voilà, la façon dont les hommes ont parlé des prostituées est à plein d'égards très belle, mais elle est aussi empreinte de naïveté. Et j'avais envie de mettre ça en parallèle avec la réalité, quoi. Bien, écoutez, je vous remercie tous les quatre. Alors, je rappelle les titres de vos livres. Emma Becker, qui vient de parler, est l'auteur donc de La Maison chez Flammarion. Ensuite, Guillaume Faux. Guillaume Faux, vous êtes la réincarnation donc, de Julien Green. Isabelle Desesquelles, et vous avez compris qu'on aime beaucoup ce livre, est l'auteur de Impur chez Belfond. Et puis, Cécile Guilbert est l'auteur de ses écrits stupéfiants, Drogue et littérature, d'Homère à Willy Self. Alors maintenant, vous allez fermer votre télévision. Moi, je vous conseille à terme d'acquérir ces livres et puis peut-être de réfléchir à vos expériences à tout point de vue, en matière sexuelle, drogue, etc. et de voir ce que vous enseigne la littérature à ce propos. C'est pas rien. Bonsoir.